Gekum est assise sur de l'or, mais elle n'en tire aucun profit. Elle habite dans le village de New Atwabo, un village déplacé de l'ouest du Ghana. Elle casse des cailloux 12 heures par jour. La vie est vraiment dure. Je peux à peine m'occuper de mes enfants. Je n'ai pas de quoi les nourrir, encore moins de quoi les habiller. Hier, je n'avais pas assez pour leur acheter à manger en partant au travail. Ils sont restés le ventre vide jusqu'à mon retour, le soir. Ça me rend triste. Élève modèle, c'est ainsi que la Banque mondiale considérait le Ghana. Mais après 20 ans de libéralisme économique, le modèle ne semble pas avoir répondu aux attentes de la population. La famille de Mary vivait relativement bien. Elle possédait une ferme, jusqu'à l'arrivée d'une compagnie minière. Un jour, des Blancs sont venus, soi-disant pour compter tous les habitants du village. Au début, nous n'avons pas compris. Plus tard, on nous a expliqué que le gouvernement leur avait donné la terre et que nous devions partir. Si nous avions refusé de partir dans le calme, ils auraient envoyé l'armée. Ce cas n'est pas isolé. Les 2 tiers de la terre de cette région ont été vendus à des multinationales. Les indemnités d'expropriation ont été dérisoires. Les bonnes semaines, Mary et ses enfants gagnent l'équivalent de 3 euros. Cette même politique qui a conduit à l'expropriation des terres a rendu l'éducation et la santé inabordables. Et aujourd'hui, l'eau est aussi devenue payante. Nous devons acheter notre eau. Le prix d'un seau d'eau varie. Quand je n'ai pas assez d'argent, nous l'achetons à crédit et payons après avoir gagné suffisamment d'argent. Nous payons aussi pour utiliser les toilettes. Parfois, quand je ne peux pas payer, je demande aux gardiens d'y aller gratuitement. Et quand je les ai trop sollicités, je vais dans la nature. Cette pratique est appelée la récupération des coûts. L'application de cette politique était l'une des conditions imposées par la Banque mondiale et le FMI en échange des prêts accordés. Vue d'Accra, la capitale, cette lutte quotidienne pour satisfaire ses besoins vitaux semble moins cruciale. Vous voyagez souvent dans le pays? Raisonnablement. Vous parlez aux gens ordinaires, ceux qui ne sont ni ministres ni conseillers économiques? Très souvent. Vous allez dans les villages? Vous parlez avec ceux qui doivent payer pour l'eau, pour les toilettes, qui n'ont pas été indemnisés suite à leur expropriation? Vous essayez de me mettre en colère? Je ne me mettrai pas en colère. Je resterai calme parce que vous me provoquez et vous insinuez... Non, j'essaie simplement... Vous insinuez que je passe mon temps dans une tour d'ivoire et que j'ignore tout de la réalité du pays. C'est faux. Je ne connais pas de villages qui doivent payer. Et si c'est vrai, qui fait payer les gens pour aller aux toilettes? J'ignore de quoi vous me parlez. En revanche... Le village de New Atwabo. Ok, et qui fait payer qui? Les pauvres doivent payer pour tous les produits de base. Beaucoup de Ghanéens n'ont jamais eu accès à l'eau potable. La gestion de la compagnie publique de l'eau a été désastreuse, mais là n'est pas la question. Azara Issa n'a pas l'argent pour acheter de l'eau potable. Selon les plans du FMI et de la Banque mondiale, c'est aux populations de financer leur approvisionnement en eau, avant privatisation de la compagnie nationale. Et pour séduire les investisseurs étrangers, le prix de l'eau a doublé. Deux fois par jour, Azara se rend à une mare située à plusieurs centaines de mètres de son village. L'eau est infestée de vers de Guinée, elle sait ce qu'elle risque. Mais elle n'a pas le choix. Notre manque d'argent explique pourquoi nous utilisons cette eau. L'argent qui pourrait payer l'eau du puits sert à acheter de la nourriture, comme le cacao pour notre petit déjeuner. C'est comme ça depuis que nous ne pouvons nous permettre d'avoir les deux. Pour nous, il vaut mieux acheter de la nourriture et d'autres produits et aller chercher de l'eau gratuite, parce qu'avoir de l'eau potable sans nourriture ne sert à rien.